Voilà notre conférence où Jean-Luc Grimaud, officiel, va présenter son livre « Le Cerlado, l'alternative globale pour restaurer la souveraineté des nations européennes ». Alors, ce livre, il y a une idée extraordinaire que certainement des gens avaient déjà pensé il y a longtemps, c'est de proposer l'espagnol comme une langue internationale de communication pour rivaliser avec l'anglais. C'est effectivement, ça va changer le paradigme, effectivement. Et dans ce livre, il y a toute une partie théorique qui va expliquer l'importance que c'est que d'avoir une langue internationale de communication et l'influence que ça a sur notre façon de penser, sur nos comportements et sur l'handicap considérable qu'on a à convaincre du Frexit en particulier. Donc la première partie, Jean-Luc va présenter son livre, va se présenter. Et après, on pourra poser des questions et voilà. Donc je laisse la parole à Jean. Merci Dominique, merci aux camarades d'avoir organisé la réunion, merci à toi. Quelques mots pour me présenter. Moi, je travaillais dans les télécommunications et j'ai eu l'occasion de côtoyer en fait des réunions internationales, ce qui m'a donné un peu aussi mis sur la piste de cet essai, des thèmes de cet essai, puisque j'ai participé par exemple à Genève, à l'UIT, ou dans le cadre de l'Union européenne, aux réunions internationales, mais européennes en fait, à Sophia Antipolis, et cela a une dizaine d'années. Donc en fait, j'ai pu aussi voir ce dont je parle, je dirais, je l'ai pu le voir en vrai, quoi, enfin, si on peut dire. Donc je vais vous présenter, je peux commencer la présentation. Donc, je sais que j'ai à peu près 35 minutes. Je vais vous parler en fait de ce livre. Donc le titre va être explicité dans la suite. Cerlado, l'alternative globale pour restaurer la souveraineté des nations européennes. Alors d'abord, je vais vous parler d'un phénomène sociologique dont la majorité des personnes n'a pas conscience, mais pourtant, comme disait Dominique, il est très important en fait pour débloquer certaines choses vers la souveraineté. En effet, ce phénomène incite une partie de la population à rester dans l'Union européenne, et cela, quelles qu'en soient les conséquences économiques, sociales, diplomatiques, etc. Donc il ne faut pas penser que, parce que les choses s'aggravent, ça peut ne pas changer pour autant dans la mentalité de cette partie de la population. Auparavant, je rappellerai ce que recouvre le concept de mondialisme, parce que j'en aurai besoin en fait dans ce cadre de présentation. Et bien sûr, j'insisterai sur l'importance de revenir à la souveraineté nationale. Donc après, je montrerai que le phénomène sociologique est puissant justement parce qu'il est lié au mondialisme et au capital mondialisme en particulier. Et enfin, je finirai à esquisser une solution qu'évoquait Dominique, donc en référence à mon livre, pour dépasser les obstacles sociologiques décrits. Donc là, le livre faisant 320 pages, bien sûr, je ne vais pas décrire tous les aspects. J'ai sélectionné certains thèmes qui me semblaient les plus adéquats pour 35 minutes. Il y a des aspects même religieux, je ne vais pas parler de ça, je n'aurai pas le temps. Donc d'abord, comme je disais, je vais vous rappeler, bon, vous le connaissez, vous savez, enfin, je pense dans cette salle ce que c'est que le mondialisme, donc je vais être assez rapide. Le concept de mondialisme, c'est surtout caractérisé par la mutation du capital vers sa forme mondialiste. Donc c'est le capital qui va vers sa forme mondialiste. Donc c'est un capital qui n'est plus national, c'est un capital qui est essentiellement financier et virtuel. Donc il est moins axé sur la production réelle de biens et de services, mais au contraire sur la finance, qui peut être virtuelle, on le voit avec la dette actuellement. Donc en fait, on est passé d'un capital qui s'accommodait de la souveraineté des nations d'Europe, d'accord, le capital il faisait avec en fait, au contraire même, et à un capital au contraire qui veut annihiler cette souveraineté des nations d'Europe. Donc on a eu un basculement, si vous voulez. Et pourquoi le capital il fait ça? Pourquoi le capital il essaie
d'annihiler la souveraineté des nations européennes, eh bien c'est pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit. Donc il essaie en fait de se concentrer, et évidemment concentrer c'est contre la souveraineté, contre le pluralisme contre la souveraineté des nations. Hein. Donc pour cela il vise le marché mondial, pour se concentrer il vise le marché mondial, et pour cela il veut que ça soit médiatisé par une seule langue, hein, en particulier donc en l'occurrence la langue anglaise. Et c'est pour ça qu'il promeut cette langue anglaise au sein des élites, des élites européennes en particulier, et surtout au sein d'une partie de la classe moyenne supérieure. C'est surtout celle-là, cette classe moyenne supérieure, qui est touchée par ce phénomène socio-linguistique. Donc les nations souveraines, bien entendu, constituent un obstacle à cette concentration et cette uniformisation du capital, hein, forcément. Donc quelles sont les conséquences de la poursuite du mondialisme ? Eh bien, évidemment, si on ne retourne pas à la souveraineté nationale, ça veut dire qu'on poursuit dans cette voie, et ça veut dire qu'on poursuit dans cette voie d'un capital de plus en plus centralisé, mais de moins en moins démocratique en même temps. De moins en moins démocratique. Parce que si, dans le cas des nations souveraines, on peut encore, bien sûr qu'on peut faire naître la souveraineté, la démocratie et le pouvoir du peuple, bah, évidemment, dans un cas de mondialiste, où c'est impossible, en fait, c'est impossible. Donc c'est pour ça que le mondialiste cherche à retirer complètement le pouvoir au peuple, et donc si on continue, bah, ça va être de plus en plus ça. Hein. Donc le pouvoir sera confié, c'est déjà le cas en partie, hein, à des gestionnaires détachés des nations, qui vont en fait décider pour les peuples, quelquefois contre les peuples. Donc poursuivre sur la voie du mondialisme, c'est permettre aux puissances financières essentiellement extérieures de continuer à prédater l'État-nation, et affaiblir les productions nationales et services publics, on voit avec les fermetures d'usines actuellement. Et cela sans que les peuples n'aient leur mot à dire. Alors, c'est là qu'on arrive à la langue, en fait, à la langue anglaise. Et comment intervient la langue anglaise dans ce contexte mondialiste ? Parce que c'est très lié. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'anglais est devenu la langue hypercentrale unique. Qu'est-ce que ça veut dire, hypercentrale ? Hypercentrale, ça veut dire que c'est une langue qui domine sur une grande partie du monde, sur tous les aspects de la vie, hein, de l'aviation, les sciences, les lois en Europe, etc., etc. Et à ce jour, l'anglais est la seule langue hypercentrale au monde, dans l'histoire de l'humanité. C'est le cas. Parce qu'avant, dans le livre je décris, il y avait le latin, mais c'était pas pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est décrit dans le livre, mais l'anglais, en fait, est la seule langue hypercentrale. Et le capital mondialiste a besoin de cette unité, le fait qu'elle soit hypercentrale, et uniquement celle-là, pour se concentrer donc sur le marché mondial. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail dans le phénomène sociolinguistique lié à la langue anglaise, et on va rentrer un peu plus dans quelque chose de pratique. Hein. Donc, on va faire un détour par la vie courante. Hein, c'est toujours intéressant de faire un détour par la vie courante. Et je vais poser une question, la suivante. Quels sont les drapeaux nationaux que l'on voit fleurir sur les objets de décoration, sur les vêtements ? Quels sont les drapeaux nationaux ? USA ? Oui, USA et anglais. Il n'y a que ces deux-là. Donc vous les voyez sur des coffres, sur des coussins, des trousses de crayons, des chaises, des tapis, des housses de couette, surtout le drapeau anglais, mais aussi quand même le drapeau états-unien aussi, hein, portefeuille, housses de couette, foulard, etc., vêtements, etc. Alors pourquoi on voit que ces deux-là quasiment, hein. On voit pas le drapeau italien sur des trousses de toile, des trousses des colliers, on voit pas de t-shirt avec le drapeau italien, ça se fait pas, quoi. Pourquoi en fait ? Personne ne se pose cette question en fait. Hein, les gens ils considèrent que c'est logique, que c'est normal, ils ne le voient plus en fait. Hein, alors quel est le point commun entre ces deux drapeaux ? La suprématie planétaire ? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Par l'anglais ? Par l'anglais, oui, mais les gens ne le voient pas en fait. C'est inconscient, ils côtoient en permanence des gens où il y a ces deux drapeaux, mais ils n'ont pas conscience en fait, ils n'ont pas pris conscience en fait de ça. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne pouvez pas être pilote de ligne, vous ne pouvez pas conduire un avion, vous ne pouvez pas faire du commerce, vous ne pouvez pas faire du tourisme. Même au Québec, il est bilingue. Absolument. C'est bilingue le Québec. Absolument. Bon, si vous connaissez que l'anglais, vous pouvez avoir travailler dans le business. Hein. Si vous êtes que parler français, vous pouvez seulement être derrière le cul des vaches. Absolument. Oui, non, mais c'est sûr.
Oui ou non? Ah oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Hein. Et donc la question c'est que pourquoi en fait les deux drapeaux on les voit tout le temps? C'est parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est justement parce qu'ils ont un lien avec la langue anglaise et avec des pays de langue anglophone et c'est ça leur point commun. Mais les gens n'ont pas conscience de ça en fait. Et donc pour, je dirais, davantage théoriser l'affaire, j'ai défini un concept dans le livre que j'ai appelé même anglobiste. Et je vais vous décrire ce que c'est, hein, cette notion, qui va permettre de mieux modéliser, je dirais, ce phénomène. Donc d'abord, je vais rappeler ce que c'est qu'un mème. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, un mème. Hein, c'est un concept qui a été proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste, en 1976. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'image de gènes mentaux qui se propagent et se répliquent. Des gènes mentaux. C'est comme en fait un gène, sauf que c'est mental. Alors la définition, c'est un élément culturel, hein, reconnaissable, bien reconnaissable, qui reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Hein, donc, si on veut donner une image, les mèmes sont comme les gènes, mais les gènes c'est pour la biologie, et les mèmes c'est pour les idées. Hein, d'accord. Par exemple, un exemple de mème, c'est une mode vestimentaire sur Internet. Bon, elle se propage, voilà. Alors de cerveau en cerveau, hein, à travers Internet, dans les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment l'imitation qui fait que... Et c'est pour ça que c'est proche du gène, mais les gènes c'est en biologie, où là, c'est pareil, il y a une progression en fait comme ça, voilà. Alors, les mèmes, ça c'est pas nouveau, hein, ça c'est pas nouveau, il y a eu des livres là-dessus. Et moi j'introduis le concept de mème anglobiste, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la langue anglaise, c'est un mème anglobiste. Et donc ça permet de mieux expliquer le phénomène sociologique en question, parce qu'en fait, après on peut y rattacher d'autres choses, comme on va voir. Alors, l'exemple de mème anglobiste, les drapeaux britanniques. Typiquement, ça c'est un mème anglobiste, parce qu'il est là. Bonjour ma belle. Il est là, le drapeau britannique, eh bien, uniquement parce qu'il fait référence à la langue anglaise. En fait, sur les objets de décoration, il est là parce qu'il fait référence à la langue anglaise. Donc c'est un même anglobiste parce qu'il a trait à la langue anglaise. Voilà. Les images de Londres et de New York, par exemple, aussi sont présentes, hein, moins maintenant, mais il y a 5-10 ans, c'était très présent dans les magasins de décoration. Vous aviez toujours ces villes-là. Pourquoi toujours ces villes-là? Pourquoi pas Rome? Pourquoi pas... Parce que c'est pareil, c'est parce que ça faisait référence à la langue anglaise. Donc c'est un même anglobiste. Et puis vous remettez aussi, oui. C'est le rêve américain aussi. Oui, ben ça c'est le rêve américain, c'est un rêve anglobiste. En fait, le rêve américain, c'est un rêve anglobiste. Si les États-Unis ne parlaient plus anglais, il n'y aurait plus de rêve américain en fait. C'est possible. Oui, c'est ça, oui, le truc. Tout ce qui a trait à la royauté britannique, eh bien la royauté britannique, effectivement, on ne parle que de cette royauté quasiment, hein, alors qu'il y en a d'autres. On peut dire que c'est la royauté du mondialisme, si on peut dire. Hein. Les Noëls, alors vous avez vu, hein, en ce moment dans les magasins, il n'y a que des Christmas. J'ai vu ça l'autre fois, je suis rentré dans un magasin. Merry Christmas, c'était une grande arche comme ça. Je ne cite pas le magasin. Et toutes les chansons sont en anglais. Hein. C'est plus le petit Papa Noël de Tino Rossi. Hein. Toutes les chansons sont en anglais. Hein. Donc ça, c'est des mêmes anglobistes. Hein. Donc il y en a plein d'exemples. Hein. Comme les anniversaires. Oui, Happy Birthday, des fois vous avez des cartes comme ça. Alors pourquoi ils sont si prégnants ces mêmes? Pourquoi on en voit partout comme ça et qu'ils ont autant de prégnance, je dirais? D'une part parce que le capital mondialiste, comme je le disais, à travers la puissance d'influence anglo-saxonne, il épouse ces mêmes. Il épouse parce que ça renforce l'unicité de la langue hypercentrale. Donc il a besoin de cette unicité. C'est très important cette unicité parce qu'on va voir que ça a trait après avec la solution pour casser cette unicité. Le terme unicité est très très fort, hein, c'est à retenir. Et puis deuxième raison, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'une partie des élites et des classes moyennes supérieures, il entretient un désir irrésistible pour l'idée et l'usage d'une langue hypercentrale. Il aime ça, cette partie-là, elle aime ça, c'est le fait qu'il y ait une seule langue, alors sous couvert de compréhension entre les peuples, hein, mais il y a une partie des personnes dans la classe moyenne supérieure qui désirent ça, qui désirent l'unicité. Aujourd'hui, dans le monde, on a besoin d'une langue universelle aussi pour communiquer. Oui, mais il y a des... Alors je vais y revenir, ça. Je vais y revenir, ça. Je vais y revenir à ça. Parce qu'en fait, il va falloir accepter une certaine complexité si on veut s'en sortir.
voyez. Donc je vais y revenir, à la fin, je vais traiter ça. Si vous me permettez, j'y reviendrai après, si je ne réponds pas, on pourra en discuter. Pourquoi en fait, alors là, il y a des choses qui sont liées au même englobiste et qui font que finalement l'idée de nation souveraine est déclassée. Pourquoi elle est déclassée? Parce qu'il y a un effet déstructurant de ces mêmes englobistes. C'est-à-dire que la fréquentation, le désir de ces mêmes englobistes, d'une partie de la population, fait que ça déstructure la langue nationale. Bon, comme disait le monsieur là-bas, effectivement au Québec, etc., ça déstructure la langue nationale, on introduit des mots en anglais, etc., ça déstructure, et donc par contre-coup, ça déstructure l'idée de nation souveraine, parce que si on n'a plus l'idée de promouvoir sa langue nationale, dans le futur, dans la modernité, forcément, on n'a plus l'idée de promouvoir une nation souveraine. C'est très lié, en fait. Hein. Et donc, ces mêmes, en fait, ils déstructurent. Ils déstructurent comment? D'abord, ils créent une suggestion. Hein. Donc, en partie expliquée par l'unicité de la langue hypercentrale. Ça concerne, comme je l'ai dit, une partie des classes moyennes supérieures européennes. Et c'est ce que je les ai appelés, alors pour modéliser toujours, pour savoir de quoi on parle, je les ai appelés les sujets englobistes. Ils sont sujets, il y a une suggestion des mêmes englobistes. Ils aiment les mêmes englobistes. Voilà. Et ils vont même jusqu'à les sacraliser. C'est pour ça que, en fait, ils mettent partout ces mêmes sur les drapeaux. Ils mettent que ces drapeaux. Ils ne parlent que la royauté anglaise. Ils mettent que des chansons en anglais etc. Ils les sacralisent, en fait. D'ailleurs, même, il y a un chanteur qui a dit, je crois que c'était John Lennon, je crois qu'on n'est plus sacré que Jésus-Christ. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Voilà, on est plus célèbre que Jésus-Christ. En fait, il y a une sacralisation, en fait. Hein, Et donc, à l'intérieur de cette classe de population, on verra la proportion que ça représente à peu près dans la population. Il y en a une plus étroite qui cherche un gain par l'usage de l'anglais, comme disait monsieur, pour travailler, pour pouvoir avoir un poste plus élevé, et même à la limite pour avoir une certaine prestige personnel. Hein, auprès de ses amis, etc. Donc il y a un gain en fait qui est cherché. C'est pas simplement une suggestion, c'est un gain. Donc ça, je les ai appelés les motivés englobistes, et donc il y a une motivation derrière. Il y a deux autres effets que je vais vous décrire tout de suite maintenant. C'est le fait qu'il y a une différence, enfin une déstructuration différentielle que j'ai appelée, qui vient de la comparaison entre la langue anglaise et les autres langues. C'est-à-dire que la langue anglaise est de nature particulière et qui fait qu'en fait, en particulier en France, elle déclasse davantage encore par sa nature que pourraient l'être d'autres langues. Si par exemple c'était l'italien qui était la langue hypercentrale unique, ça déclasserait moins le français. Hein. Et alors pourquoi la langue anglaise déclasse autant aux yeux des sujets anglobistes, donc, quand ils la comparent à leur propre langue ou à d'autres langues, c'est parce que l'anglais affiche une fausse facilité. Les mots sont courts, il n'y a pas de grammaire très très sophistiquée, hein, et puis les sons aussi sont ressentis comme modernes par les sujets. En fait, ça vient du fait qu'ils sont courts. Hein. Donc, il y a cet effet en fait de comparatif, de comparaison, qui est en particulier très fort dans les pays latins. Voilà. Donc ça, c'est un élément supplémentaire. Et alors, quand on analyse ces éléments déstructurants, on peut se dire, mais quand est-ce que ça a commencé, ça? À quelle époque? Est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas, moi, au 19e siècle, c'était le cas? Non, en fait. Pour moi, j'avance dans mon essai que ça a pris naissance dans les années 70. Hein. C'est là, en fait, qu'il y a une phase du capital qui est passée d'une phase à une autre aussi. On voit bien qu'il y a... Hein, donc ça a commencé dans les années 70, après ça s'est poursuivi, hein, c'était progressif. Hein. Et ça, je l'appelle la rupture englobiste dans les années 70. Et ça provient de trois événements importants qui sont arrivés. En fait, c'est la massification de l'enseignement de l'anglais par l'augmentation de la proportion de bacheliers en France. Donc vous voyez, je vous ai donné un pourcentage. En 51, il y avait 5,3% de bacheliers. Et en 2006, 64%. Donc on imagine bien évidemment que quelqu'un qui connaît quelques mots d'anglais va forcément être beaucoup plus sensibilisé à la suggestion anglobiste.
Deuxième élément qui est arrivé dans les années 70, c'est l'afflux de même anglobistes. C'est arrivé par les chansons, par exemple, avec les Beatles, les Rolling Stones. C'est arrivé à ce moment-là. Même à la fête du Luma, on a commencé à en passer. Alors qu'avant, c'était toujours la fête du Luma à la Courneuve, c'était que des trucs francophones. Hein. Mais dans les années 70, regardez, ça a commencé. La langue anglaise est devenue aussi à cette époque la première et la seule langue hypercentrale de l'histoire de l'humanité, on en a parlé, hein, et le capital qui devenait mondialiste petit à petit, hein, le capital il avance, lui, hein, il a ses phases, hein, voilà, la phase formelle, la phase réelle, etc. Bon, il avance, et donc lui il avait besoin aussi que cette langue devienne hypercentrale, et qu'elle soit l'unique langue hypercentrale, et surtout dans les pays européens. Et c'est là qu'apparurent les sujets les motivés anglobistes, principalement chez les diplômés du supérieur, puisqu'il fallait connaître un peu d'anglais pour cela. Donc en fait, il y a une mutation d'une partie des élites et des classes moyennes supérieures. On n'est plus du tout dans le même cadre que du temps je sais pas moi, de Jacques Duclos, etc. Enfin, il y avait des classes supérieures et moyennes aussi à l'époque, mais du temps de Jacques Duclos, il n'y avait pas de sujet anglobiste, ou très peu. Hein. Regardez les communistes, vous voyez, c'est pas les mêmes communistes. Bon, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'alors? On a vu la suggestion anglobiste, hein, la suggestion avec les mêmes, on a vu la sacralisation de ces mêmes, on a vu la déstructuration différentielle, c'est-à-dire la comparaison entre les langues, on a vu la motivation, hein, et puis, donc, en fait, on s'est dit, malheureusement, ça déstructure, et donc, finalement, la langue nationale des sujets et l'idée de souveraineté nationale ne représente plus alors la modernité réellement. Pour eux, ça ne représente plus la modernité, en fait. Et, par exemple, vous allez leur dire, on va revenir avec des billets avec Voltaire et Hugo dessus. Ils vont dire, oh non, mais c'est un retour en arrière. Voilà, ça ne représente plus la modernité, si vous voulez, parce que leur langue, en fait, ne représente plus la modernité. Donc, en fait, l'idée de souveraineté nationale a été remplacée par autre chose. Hein, par autre chose. Quoi, c'est ce que j'appelle le substitut anglobiste. Parce que le vide qui a été créé, il a été rempli par quelque chose. Hein, la nature a horreur du vide, donc ça a été rempli par quelque chose. Et c'est un schéma cohérent de pensée qui tourne autour de la fascination pour l'unicité de la langue hypercentrale. Ça peut être inconscient aussi. Hein. Ça peut être inconscient, hein, c'est pas forcément conscient. Hein. Et ça supplante l'idée de souveraineté nationale. Donc pas chez toutes les personnes, on va voir la proportion à peu près. Hein. Et donc ça se décline sous forme d'une pensée unique et d'un désir de supranationalité européenne anglophone. Parce que si l'Europe travaillait en allemand ou en italien, l'Europe ne représenterait pas ça. Hein. Ça c'est important, je vais y revenir après. Donc en fait, ce désir de supranationalité européenne anglophone, elle est partagée par les sujets, hein, de ce fait-là. Et évidemment, ça conforte le capital et l'oligarchie mondialiste, comme je le disais, dans sa recherche de concentration et d'uniformisation, eh bien, au détriment des nations souveraines. Alors là, justement, on va concrétiser un petit peu les grandes masses de population concernées. Alors là, vraiment, j'ai pas de chiffres exacts. Hein, c'est un peu, c'est un peu une évaluation, je dirais, hein, pour être franc. Disons que vous avez bien sûr la grosse majorité de la population, je dirais 80%, 70%, c'est difficile à dire, qui n'est pas concernée par ce phénomène de suggestion, par ces mêmes anglobistes. Vous avez environ 20%, 25% qui sont concernés par cette suggestion, donc les sujets anglobistes, que vous voyez en bleu clair, surtout parmi les diplômés du supérieur. Il faut plus vous montez, évidemment, plus vous allez en trouver, forcément. Et donc, parmi ces sujets anglobistes, vous avez une frange qui sont motivés par le gain, par l'anglais, donc là vous avez encore moins de personnes, hein. Et puis donc à l'intérieur de ces motivés, vous avez ce qu'on appelle l'oligarchie, que j'appelle l'oligarchie anglobiste, c'est-à-dire c'est des motivés influents dans les médias, dans la politique, dans la banque, etc., qui eux, ils veulent que ça continue, et puis ils sont effectivement en dialogue avec l'oligarchie des pays anglophones, et c'est ce qu'on peut appeler, hein, la superclasse mondiale, donc qui décide finalement pour le peuple, hein. Voilà, en Europe, hein, c'est le cas, c'est la superclasse mondiale qui est finalement anglobiste, quoi. Alors, la France est un cas particulier, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est peut-être qu'en France qu'il va se passer quelque chose, parce que la France est un cas particulier, à tout point de vue. Hein. Mais à ce point de vue-là aussi. Et à ce sujet, je voudrais vous lire deux citations. Une du général de Gaulle, dans le livre d'Alain Perfit, c'était de Gaulle.
Et je la lis. Le snobisme anglo-saxon de la bourgeoisie française est quelque chose de terrifiant. Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité. Ils sont faits pour faire des courbettes aux autres et ils se croient capables de ce fait de diriger le pays. Macron. C'est vous qui le dites. Dans une organisation... Alors, il y a une autre citation que je vais vous lire. C'est d'un Britannique, c'est Arthur Christopher Jones-Soames, ancien vice-président britannique de la Commission européenne, et qui dit « Dans une organisation internationale, il faut toujours mettre un Français, car ils sont les seuls à ne pas défendre les intérêts de leur pays. » Pourquoi ? Parce que, plus que tout Européen, le sujet anglobiste français déclasse sa langue et déclasse donc le concept de nation souveraine. Hein, en Allemagne, on voit d'ailleurs qu'il y a plus de succès au parti souverainiste actuellement. Hein. C'est un fait. Il est symptomatique d'ailleurs qu'il y ait davantage d'expatriés français à Hong Kong, où ils peuvent parler anglais, que d'expatriés britanniques ou états-uniens. Il y en a plus. Voilà. Alors pourquoi la France est un cas particulier à cet égard ? Alors il y a des raisons linguistiques derrière, on a parlé de comparaison de langues, il y a aussi des raisons géographiques, de proximité, géopolitique bien sûr. Et c'est dû aussi au centralisme français, c'est-à-dire que quand quelque chose est décidé à Paris, eh bien évidemment, c'est pas décentralisé, donc ça a tendance à se propager beaucoup plus dans la province. Et c'est à Paris, par exemple, vous voyez beaucoup de films qui ne sont qu'en VO, enfin beaucoup de films en VO à Paris, par exemple, en VO anglaise, bien sûr. Mais il y a différentes raisons pour lesquelles la France est un cas particulier, mais il y en a un quand même que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a un que je voudrais vous décrire plus en détail. C'est le détournement de l'universalisme français par le substitut anglobiste. Pardon. Il y avait un universalisme français, c'est clair, on est présent dans toutes les parties du monde, il y a un universalisme français, donc on peut dire une mondialité française, si on peut dire. Mais le problème, c'est que cet universalisme français, c'est que cet universalisme français, auparavant, il reposait sur le code linguistique national, la langue française, qui était commun entre l'élite et le peuple. C'est-à-dire que vous aviez un banquier ou un grand industriel, etc., lui, il avait que le français, en général, quoi. Donc c'était commun entre l'élite et le peuple. Le problème, c'est que comme ça a été remplacé par le pseudo-universalisme français, ça a été remplacé par le pseudo-universalisme... Pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ce pseudo-universalisme français a été remplacé par le pseudo-universalisme anglobiste, qui repose, lui, sur un code différent entre l'élite et le peuple. Donc on voit bien qu'il y a une rupture. Hein. On n'est pas du tout dans les années 60. Et donc, ce code, il permet à l'élite de se différencier du peuple, via en particulier la motivation anglobiste. Et donc, en fait, d'une certaine manière, les élites, une partie des élites, pas tous, ont fait sécession avec le peuple. Elles s'autocolonisent volontairement par l'anglobisme, mais par désir. Elles ne sont pas obligées de le faire. C'est un plaisir aussi, des fois, d'être autocolonisées. Et donc, elles ne désirent plus assumer les spécificités françaises, excusez-moi. Elles ne désirent plus assumer l'histoire française, la langue française, la souveraineté française, évidemment, n'en parlons pas, etc. Elles ne désirent plus ça. Elles se contentent d'agir comme des intermédiaires, en fait, des négociateurs anglophones qui recherchent le consensus, très important, le mot consensus dans les réunions internationales, au sein d'institutions supranationales. C'est ça qu'elles cherchent, en fait, c'est ça. Elles ne veulent plus assumer les spécificités de la France. Alors, maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans la géopolitique. Alors, pourquoi l'Union européenne est-elle l'incarnation même du substitut anglobiste ? Voilà, on va parler de ça. En fait, on se rend compte que l'Union européenne est d'essence anglobiste. Elle n'a cessé de promouvoir l'anglais au détriment de toutes les autres langues du continent européen. Donc c'est un espace supranational, comme vous le savez, où tout ce qui est important est décidé en anglais. La monnaie en anglais à la BCE, diplomatie et défense à la Commission européenne, à l'OTAN, les directives en anglais à Bruxelles et la santé de plus en plus. Tout cela alors que seulement 1,1% de la population de l'Union européenne dispose de l'anglais comme langue native. 1,1%, surtout l'Irlande, c'est l'Irlande surtout.
Et d'autre part, la référence culturelle commune entre les classes moyennes supérieures européennes, c'est la langue anglaise en fait. Un Français et un Italien qui vont se rencontrer de la classe moyenne, ils ne vont pas parler de la chanson française, de la chanson italienne, ils vont parler d'une chanson anglaise. Voilà. Alors ça, cette essence englobiste de l'Union européenne, ça en fait un cas unique au monde. Unique au monde. Parce que, en fait, vous avez toutes les décisions stratégiques qui sont prises en anglais, alors que l'anglais n'est la langue native que de 1,1% de la population européenne. Si vous comparez avec l'anglosphère, les pays de langue anglaise, eh bien là, c'est leur langue native, c'est tout à fait normal, qui est utilisée pour les décisions stratégiques, diplomatiques, militaires, etc. C'est tout à fait normal. Et si vous prenez les autres pays du monde, ben c'est la langue du pays, la langue nationale du pays qui est utilisée. En Turquie, c'est le turc qui est utilisé pour décider des grosses choses en Turquie. Au Vietnam, c'est le vietnamien, etc. En Suisse, ben c'est l'allemand et le français, un peu l'italien. Voilà. Alors ça, cette caractéristique, ça fait de l'Union européenne l'instrument central du capital mondialiste. Donc c'est un cas tout à fait particulier, et c'est en fait la pointe avancée du capital mondialiste à cause de ça, parce que la langue de travail de l'Union européenne n'est pas attachée à la spécificité des pays qui composent l'Union, à part l'Irlande. C'est un cas unique. Et en conséquence, l'Union européenne ne dispose pas d'identité en propre. À la limite, si elle travaillait en allemand, elle aurait une identité en propre parce qu'elle se démarquerait du mondialisme. Mais ce n'est pas le cas. Donc elle ne peut pas se démarquer du mondialisme dans ces conditions en utilisant ça. Et donc en conséquence, elle ne peut pas avoir de souveraineté. Bien entendu, il n'y a pas de souveraineté européenne, malgré ce que dit notre président, il n'y a pas de souveraineté européenne, ça ne peut pas exister. Et il ne peut pas y avoir de démocratie à l'échelle de l'Union européenne, puisque finalement, la langue qui est utilisée pour les échanges, ce n'est pas la langue native des pays. Donc vous avez une grande partie des pays, des personnes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas en fait rentrer dans ce schéma, quoi. Donc l'Union européenne est un simple relais du capital mondialiste. D'accord ? Elle ne peut pas s'en démarquer par construction. Par construction. Ça ne changera pas. Si c'est comme ça ne changera pas. Donc, tous les gens qui veulent nous dire on va faire une Europe sociale, c'est impossible. Par construction. À la limite, si on revenait aux Français, ce serait peut-être possible. Mais, parce que dans les années, effectivement, du temps de Gaulle, effectivement, 70% des textes étaient en français. Peut-être qu'on aurait pu essayer le général de faire quelque chose de spécifique, qui se démarquait, mais là, c'est plus possible, quoi. Donc, en plus, sur le plan géopolitique, ça exclut totalement que l'Union européenne puisse être un jour indépendante vis-à-vis des États-Unis, bien sûr. C'est évident. Donc, l'Union européenne, pour ces raisons, incarne le substitut englobiste, puisqu'elle est d'essence englobiste, elle incarne le substitut, et c'est pour ça que les sujets englobistes sont souvent européistes. Les sujets sont souvent européistes. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi les diplômés du supérieur sont souvent européistes. Donc on l'a dit tout à l'heure que c'était aussi parce qu'ils connaissaient des mots d'anglais, etc. Et les chiffres sont parlants, parce que si on reprend les chiffres du traité constitutionnel européen en 2005, on voit que 81% des ouvriers ont voté non, 60% des employés ont voté non. Par contre, 62% des cadres et professions intellectuelles ont voté oui. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Alors j'avance une explication, c'est que comme les sujets englobistes, comme les diplômés du supérieur sont souvent sujets englobistes, voire motivés, et comme d'autre part les sujets englobistes sont souvent européistes, comme on l'a dit, puisque l'Union européenne est d'essence englobiste, par transition, les diplômés du supérieur sont souvent européistes. C'est constaté d'ailleurs en 2005, c'est constaté aussi pour un sondage pour d'autres choses, mais je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Donc on va faire un constat, c'est que il est à craindre, je crains, mais bon, peut-être que certainement dans mon débat on pourra en discuter, mais il est à craindre que si on reste dans ce contexte linguistique, une partie importante des classes moyennes supérieures reste irrémédiablement attachée à l'Union européenne et au mondialisme. Il est à craindre, quoi, à discuter. Ça, c'est ma thèse dans mon livre. Parce que justement, cet attachement est lié au substitut englobiste. Si vous allez leur redonner des billets français, ils vont dire non, voilà, ça ne va pas dans le sens de l'histoire, c'est un retour en arrière, etc. Et cela, quelles que soient les conséquences sociales et économiques. Cet attachement au substitut est d'autant plus difficile à contrer qu'il conforte le capital dans sa forme mondialiste. Donc les deux sont liés, quoi.
Hein, donc on peut craindre que la raison nous impose, nous amène à penser à une transition vers la souveraineté nationale, mais il est à craindre que la raison à elle seule, parce qu'il faut effectivement axer sur la raison, bien sûr, mais à elle seule, qu'elle n'ait pas de prise sur les adeptes du substitut, et qu'il soit difficile de revenir à la souveraineté nationale sans proposer une alternative à ce substitut, puisque les 20% de la population séduite par ce substitut s'accrocheront à ce substitut jusqu'au bout. Alors, vous allez me dire, le Brexit a été possible. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que le Brexit, il n'y a pas de substitut anglobiste au Brexit, puisque la langue de travail, la langue native du Royaume-Uni, c'est l'anglais. Donc il n'y a pas de substitut. Donc c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer, en fait. Alors, comment aider au retour à la souveraineté nationale? Aider, parce que la raison... on est ici aussi pour, voilà, dans la partie qui pousse la raison pour aller dans ça. Donc il faut aider, voilà, c'est pas incompatible, il faut la raison et autre chose, si on peut trouver autre chose. Alors la clé de la solution, ça serait de classer l'unicité mondialiste. Donc le pluralisme serait idéal, bien sûr. Donc le pluralisme, ça se traduirait par la souveraineté des nations retrouvées, des nations européennes retrouvées, ça serait le pluralisme. Hein. Mais on peut craindre que ça ne puisse pas renaître directement dans les pays européens. Parce que ça ne fasse pas le poids face à la puissance d'influence du mondialisme qui s'exprime à travers ce phénomène socio-linguistique qu'on a parlé. C'est ça qu'on peut craindre. Et on peut se dire, pour que le pluralisme s'exprime, il faut qu'il y ait aussi un dualisme avant. Il faut faire deux avant de faire plusieurs, en fait. Et donc, pour cela, je vais vous lire une phrase d'Alexandre Zinoviev qui parle un peu de ça. Donc ça parle de l'époque de l'Union soviétique. Hein. Donc je vais lire la citation d'Alexandre Zinoviev. Le pluralisme suppose l'opposition d'au moins deux forces plus ou moins égales, forces qui se combattent et s'influencent en même temps. Il y avait à l'époque de la guerre froide une démocratie mondiale, un pluralisme global au sein duquel coexistaient le système capitaliste, le système communiste et même une structure plus vague mais néanmoins vivante, les non-alignés. Donc on peut se dire, dans notre situation, eh bien, on va essayer de faire effectivement un dualisme. Mais à quel niveau faut-il faire ce dualisme? Eh bien, une hypothèse que j'émets dans ce livre, c'est qu'on puisse le faire au niveau communicationnel, et plus précisément au niveau linguistique hypercentral. Et que ça serait à ce niveau qu'on pourrait contrer l'unicité mondialiste. C'est une thèse, donc c'est ma thèse. Et là, vous avez en fait un schéma qui montre un peu, qui illustre un peu cette idée, c'est que vous avez au milieu un gros bloc, c'est le mondialisme. Alors vous avez toutes les composantes du mondialisme. Vous avez le capital mondialiste, hein, c'est le gros morceau, je dirais, avec les grandes banques et multinationales. Hein. Vous avez les officines mondialistes, type Bilderberg, Davos, Trilatéral, etc. Vous avez l'Union européenne, hein, puisque c'est euro-mondialiste, hein. L'euro, l'OTAN. Vous avez la géopolitique euro-atlantiste. Et tout ça, c'est irrigué par la langue anglaise. Alors on peut se dire qu'un moyen qui pourrait exister, ça serait de contrer en fait le mondialiste, le capital mondialiste, à travers son code linguistique. Voilà. Et donc, en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, le mondialiste, il est très satisfait de voir les souverainistes rester dans le cadre de son vecteur linguistique. Parce qu'il sait qu'il gagnera à tous les coups dans ce cas-là. À ce sujet d'ailleurs, on se rappelle de la campagne de Mélenchon en 2017, où sur son site, il n'y avait que des choses en espagnol, il n'y avait aucun mot anglais. Bon, après il a changé, c'est plus la même chose. Mais donc il a l'impression qu'il avait un petit peu senti l'affaire, en 2017. Hein. Vous allez voir sur le site, en 2017, après c'est différent. Donc effectivement, on peut craindre qu'une minorité une minorité seulement, hein, de diplômés du supérieur rejoignent les idées souverainistes. Embêtant ça quand même. Alors évidemment, le peuple c'est encore plus, c'est quand même plus important, mais quand même c'est embêtant d'avoir qu'une minorité du diplômé du supérieur qui rejoignent les idées souverainistes. C'est embêtant quoi. Parce que effectivement, on peut craindre que pour cause de substitution anglobiste, eh bien, une majorité des diplômés de supérieur restent attachés à l'Union européenne à cause de ça. Ils sont souvent au poste décisionnel. Hein. Donc l'idée, ça serait de changer les aspirations d'une partie de la classe moyenne supérieure, en introduisant un autre code linguistique hypercentral, progressivement,
et pour certaines activités. Hein. On ne va pas changer tout, la technique, tout ça, non, je vais y revenir. Hein. Donc l'idée, ça serait à la fois de s'appuyer sur la raison et sur un autre code, hein, les deux. Donc l'idée, donc, ça serait d'introduire une seconde langue centrale à côté de l'anglais. Hein, d'accord, à côté de l'anglais. Comment? L'espéranto. Alors oui, je vais en parler de ça. Non, je vais en parler après de ça. J'ai une planche là-dessus. Ouais. Alors donc je vois que j'avance comme... J'ai encore un peu de temps, parce que j'ai dépassé 37, mais ça va être bientôt fini. Voilà. Donc l'idée, c'est d'introduire une seconde langue hypercentrale à côté de l'anglais, et qui créerait une alternative globale au mondialisme. Hein. Faire à côté, en parallèle, avec un autre code linguistique, comme si vous jouiez un autre jeu. Hein. Vous perdez au Monopoly tout le temps, ben vous jouez à un autre jeu. Ceci afin de casser l'unicité mondialiste, on l'a dit. Donc ça serait un dualisme linguistique qui serait compris comme la contradiction vraiment fondamentale du capitalisme mondialiste. Donc naîtrait un système de pensée nouveau, un nouvel internationalisme, je vais y revenir, à côté du mondialisme, qui lui serait amputé, le mondialisme forcément, dans sa force. Hein. Il s'établirait alors une dialectique entre les deux systèmes communicationnels globaux, celui de la seconde langue hypercentrale et l'anglais, à la manière de ce que décrivait Zinoviev entre le monde capitaliste et l'URSS, vous voyez ? Et comme ça, les deux systèmes pourraient s'influencer positivement, et c'est comme ça qu'on avance, quand il y a effectivement une différence, quand il y a une positivité entre deux choses. Alors, quelle langue pourrait tenir le rôle de seconde langue hypercentrale? Alors, c'est là que je vais pouvoir répondre à monsieur. Alors l'idée du français n'est pas à exclure. Il faut savoir qu'il y a des auteurs actuellement, comme Marc Rousset par exemple, qui proposent le français sur toute l'Eurasie. Donc voilà, il a écrit un livre récemment là-dessus, et il propose dans un chapitre que ça soit le français. C'est intéressant, hein, le français. Je suis prêt à revenir sur ma proposition de l'espagnol si le français gagne, en fait. Il ne faut pas se fermer au français. Hein. Mais ce que je dis dans ce livre-là, et peut-être que je nuance un petit peu maintenant, mais je tiens quand même à ces arguments, c'est que la langue la plus crédible pour tenir le rôle de seconde langue espagnole, hypercentrale, c'est l'espagnol. Bon, déjà, il y a plus de locuteurs. Pour répondre à monsieur, l'espéranto, c'est 8 millions. Et si vous voulez, quand vous allez dans le métro à Paris, vous avez des annonces en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Vous n'en avez pas espéranto. Quand vous allez dans un musée... Quand vous allez dans un musée, vous avez des fois des traductions, hein, en anglais, en espagnol, vous n'allez pas en espéranto. Si vous voulez, il faut être pragmatique, quoi. C'est pour ça que je parle du français ou de l'espagnol, et espagnol plus... il faut être très pragmatique. Le problème, si on prend le français, ce serait discriminatoire pour les autres langues. L'espagnol aussi, l'espéranto c'est neutre. Oui, mais là, je dirais qu'on n'a pas tellement de choix, vous voyez. On n'en est plus tellement à ce stade. Oui. Alors, pour vous répondre, Marc Rousset... Excusez, on ferait la même chose que l'anglais au niveau planétaire. Oui, mais ça sera difficile, il faut être pragmatique. En Europe, Marc Rousset propose aussi l'espéranto si le français n'était pas accepté. Donc, je vous dis, c'est aussi quelque chose qui est proposé. Moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment être très pragmatique, et il faut la machine de guerre. Vous voyez, là, faut pas tergiverser. Vous voyez, c'est... Je crois qu'au temps de 2014, c'était la langue diplomatique, je crois. Oui, non, mais c'est pour ça que le français a... Surtout qu'il y a eu un rapport de Natixis qui disait qu'en Afrique, le français allait augmenter, etc. Donc c'est pour ça que le français n'est pas exclu. Hein. Et surtout sur l'Eurasie, peut-être plus, hein, mais non, mais... Bon, mais néanmoins, si vous voulez, j'ai écrit ça il y a 1 an, et je reste quand même d'opinion que c'est plutôt l'espagnol. Hein. Et je vais vous expliquer un élément pourquoi, tout à l'heure, vis-à-vis de la France. Bon. Donc, d'ailleurs, c'est une idée déjà évoquée aussi, hein, l'espagnol. Hein, donc, Michel Brûlé, dans son ouvrage Anglais avec un D, c'est un Canadien, Michel Brûlé, il a parlé de ça, il a clairement dit ça. C'était l'espagnol, voilà, Michel Brûlé. Henri Grossouvre aussi, auteur de l'ouvrage Par Berlin à Moscou, La voie de l'indépendance et de la paix, dans un article de 2000, je crois, 2003. Il a dit l'espagnol, ça serait la lingua franca en Europe. Mais en fait, faut penser au-delà de l'Europe. Je vais y venir aussi, ça, tiens, transparent. Donc pourquoi aussi? Parce que l'espagnol est en progression dans le monde. Bon, les États-Unis, hein, ça sera plus facile de discuter avec les Américains si
si c'est l'espagnol que si c'est avec le français, parce qu'il y en a moins, il y a moins de francophones aux États-Unis, par exemple, vous voyez, hein, en Chine, ça commence à prendre aussi, hein, l'espagnol. Hein. Mais bon, évidemment, beaucoup moins que l'anglais, hein, c'est sûr. Bon, la puissance d'influence hispanique augmente. On pense aux telenovelas dans certains pays. Et puis aussi, bien sûr, aucun substitut hispanique ne sera à craindre, puisqu'il n'y a pas de grosse puissance géopolitique qui parle espagnol. Et puis, le mondialisme sera brisé. Ça sera simplement un outil de communication pour un monde multipolaire. Et puis, ça permettra le multilinguisme. Je vais y revenir. Donc, l'alternative globale, ça pourrait être ça. Ce dualisme linguistique, je l'ai appelé le serlado. Alors pour la petite histoire, ser c'est être en espagnol, c'est-à-dire ça renvoie à la renaissance ontologique des nations européennes, d'accord. Ontologique, ça veut dire de l'être, donc elles vont réexister en tant que être national, de collectif national. Elles auront un futur national, si vous voulez, hein, donc c'est ontologique, les gens penseront au futur, qui sera relié au passé français, etc. Donc il y a une renaissance ontologique, hein, donc ser, et puis l'ado c'est à côté, on fait à côté de l'anglais, voilà. Un dualisme, bon. Donc effectivement, l'idée, c'est ce que j'ai dit, la rupture anglobiste a fait qu'une partie des personnes diplômées voient la modernité et le futur au travers d'une langue hypercentrale unique aujourd'hui c'est l'anglais, hein, donc. Eh bien, il faut aussi qu'ils puissent voir le futur au travers d'une autre hyperlangue qui relativisera le substitut. C'est ça qui est important, c'est relativiser le substitut pour amener le pluralisme. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait, c'est une hypothèse, hein, discuter, donc revenir à l'idée de souveraineté nationale chez les élites. En gros, en fait, pour résumer, il faudrait faire accepter une limite primordiale, c'est très difficile ça déjà, hein, pour faire accepter des limites d'échelle plus petites sous forme des nations souveraines, d'accord ? Parce que si vous n'acceptez pas déjà une première limite, comment vous allez faire accepter qu'il y ait plusieurs limites, en fait ? Ça va être difficile en Europe. Alors le cas des pays hors Europe demandera un débat, mais je ne peux pas aborder ça tout de suite, ça serait trop long. J'en parle aussi, mais là je dépasserai. Alors, encore 3 transparents. Quelle serait la géopolitique de l'alternative globale ? Eh bien, ça serait des nations souveraines, bien sûr, qui coopéreraient entre elles, en utilisant la langue espagnole comme langue pivot, comme langue de travail, tout en promouvant le multilinguisme pour les relations bilatérales. Si on fait des projets avec les Allemands, on va essayer de faire en français et en allemand. Hein, voilà. Faut penser ça. Hein. Et puis bien sûr, en promouvant la francophonie. Hein, bien sûr, si on fait des affaires avec des coopérations avec nos amis d'Afrique, ça sera la francophonie, bien sûr, ce ne sera pas l'espagnol, hein, bien sûr. Donc tout cela, c'est pour concrétiser un monde véritablement multipolaire. Alors, si on fait un peu de prospective, pour en faire, hein, on pourrait penser à une initiative franco-italienne. Pourquoi ? Parce que c'est la France et l'Italie qui sont les plus touchées aujourd'hui par l'Union européenne, par les effets de l'Union européenne, etc. Bon, la France est encore plus touchée sur l'industrie que l'Italie. Donc l'association pourrait être avec des langues officielles qui seraient le français, l'italien et l'espagnol comme langue pivot. Et c'est ça qui est important, ça serait un compromis de la France. En fait, il y aurait une sorte si vous voulez, de démarche révolutionnaire de la France qui serait de faire ce compromis. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est la France, c'est un cas particulier. Ce qui va se passer, c'est en France que ça va se passer s'il se passe quelque chose. Donc il faut que la France soit en pointe. Donc tout en promouvant, si vous voulez, la francophonie, il faut qu'elle puisse enfoncer un coin dans le mondialisme, par un compromis, ça serait l'idée, quoi. Donc là, évidemment, l'association Serlado avec les Italiens au départ ne serait pas supranationale, bien entendu. Hein. Ça serait simplement un espace de dialogue, de coopération, d'échange entre nations souveraines. Alors, au départ, ça pourrait, par exemple, être un réseau de militants souverainistes. Alors, un peu, Mélenchon faisait un petit peu ça, hein, avec son idée d'Amérique du Sud à l'époque, quand il voulait... il voulait lancer des ponts, alors bon, c'était peut-être critiquable, hein, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est intéressant. Il faut savoir aussi qu'on a la Guyane qui est en Amérique du Sud, on a
la Guadeloupe, qui sont pas loin, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Bon, on pourrait participer au CERLADO, au CELAC, bon, bref. Donc, première étape, mettre en réseau les militants souverainistes, et une fois après, eh bien, effectivement, cette association accueillerait des militants d'autres pays que la France et l'Italie, hein, bien sûr, au fur et à mesure. Cette association serait en parallèle à l'Union européenne, le temps que l'Union européenne dégage, quoi. Et ainsi que l'euro et l'OTAN, petit à petit les uns après les autres. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y aurait un nouvel internationalisme. On dirait pas, on arrête l'Union européenne et puis c'est la nation. Non, il y a un nouvel internationalisme qui est à côté. Cette association devrait s'ouvrir aux pays d'Europe et de la Méditerranée. Hein. Un peu l'idée qu'avait eu Henri Guénaud pour l'Union pour la Méditerranée, mais elle a été phagocytée par l'anglais. Vous allez sur le site, tout est en anglais quasiment. Donc voilà, c'est l'Europe. Il faudra forcer un peu la main aux Allemands, hein, c'est sûr, hein, pour ça. Hein, bon. Mais bon, ils viendront. Hein. Et donc, les autres pays du monde intéressés, alors là, l'Europe et la Méditerranée, ça serait membre de cette association. Et tous les autres pays hors Europe et Méditerranée, ce seraient des partenaires associés, d'accord? Donc, il y aurait tout, hein, en fait, hein, Turquie, tous ceux qui veulent, hein, Turquie, Chine, États-Unis, Russie, il n'y a pas de raison. Hein. On pense en particulier aux BRICS, qui, pour l'instant, utilisent l'anglais comme langue commune, mais on peut se demander si ça va être tenable dans l'avenir, si les BRICS veulent mettre un véritable projet alternatif. Alors, la faisabilité de la solution, en fait, ça va, si vous voulez, ça va, faisabilité de la solution et multilinguisme. Ce côté est très important. Parce que ce que je disais, c'est que le fait de tempérer le substitut anglobi, ça va en fait promouvoir le multilinguisme. Hein. Si on fait deux, on va pouvoir faire plusieurs. Et donc on réhabilite là les langues nationales et internationales, dont le français. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la thèse, l'émergence d'une seconde langue hypercentrale et la sauvegarde des langues nationales à l'international sont intimement liées. D'accord ? Il ne faut pas les opposer. Hein. Donc l'idée, ça serait de faire tout ce qui est possible de faire dans la langue nationale, tout ce qui est possible de faire dans la langue nationale, en particulier la défense, l'industrie de défense, etc. Enfin bon. Et en second lieu, dans la seconde langue hypercentrale, et puis en dernier lieu en anglais, mais pas les sujets comment dirais-je, stratégiques, pas les sujets stratégiques. Voilà. Donc, pour ce qui est utiliser seulement les langues nationales et la seconde langue hypercentrale, c'est-à-dire l'espagnol en l'occurrence, pour la diplomatie, alors quand on peut, hein, bien sûr, mais au maximum, parce que voilà, la défense, la monnaie, les grands contrats, etc. Et puis, comme je le disais, les techniques et les sciences viendront bien plus tard. Et puis, s'il y a de toute façon une majorité encore en anglais en sciences et techniques, ce qui est bien probable, c'est pas très grave, c'est pas des décideurs, c'est pas forcément des décideurs, quoi. C'est pas parce qu'un programmeur va faire en anglais que ça va changer les choses. Hein. Par contre, s'il y a un grand contrat international qui est fait en anglais, ça change les choses. Le droit est différent, etc. Vous voyez, vaut mieux que le droit soit français, par exemple. Hein. Donc, faisabilité. Vous avez vu que la traduction automatique a fait des progrès fulgurants. Donc, on pourra traduire de français en allemand si on travaille avec les Allemands, enfin, à l'écrit. Enfin bon, il n'y a pas de raison, quoi. Surtout maintenant, imaginez dans 10 ans, mais avec l'intelligence artificielle, on fera des textes entre les Français et les Allemands sans problème, quoi. Par écrit au départ, parce que là, l'écrit, il n'y a pas de problème. Quand vous savez qu'aujourd'hui, la Commission européenne envoie au ministère français en anglais, et les ministères envoient en anglais, c'est une ineptie. Enfin, il faut éviter ça, quoi. Et surtout, il faut marquer les esprits par des symboles. C'est très important, les symboles en géopolitique, pour afficher ça. D'ailleurs, Mélenchon l'avait fait. Je ne défends pas Mélenchon, mais il y a une fameuse vidéo où il se met en pétard contre un journaliste qui lui fait une question en anglais. Il dit en espagnol, non, mais ils sont impérialistes, pas question, ils font une
conférence de presse, il demande à ce qu'on réponde en anglais. Non, en français, en espagnol, il dit en espagnol. Donc il avait fait, en fait. C'était un symbole, si vous voulez, ce genre de truc, quoi. Ça peut être des symboles écrits aussi, des choses comme ça, vous voyez. Ça marque, quoi. Alors, conclusion. Donc on a vu que dans une partie de la population, on a assisté à une rupture englobiste dans les années 70, d'accord ? Les espérances autour de la nation souveraine ont été remplacées par le substitut englobiste, qui est incarné par l'Union européenne. C'est une évolution qui conforte le capital mondialiste dans sa recherche d'unicité. C'est pour ça que c'est difficile de lutter contre. Alors, l'idée serait de changer les aspirations d'une partie des élites et des classes moyennes supérieures par une alternative globale, sur des bases linguistiques. Avec l'espagnol comme seconde langue hypercentrale, le français n'est pas exclu, on verra comment les choses avanceront, hein, mais moins probable. L'idée en tout cas, c'est de faire un nouvel internationalisme qui soit compatible avec la souveraineté nationale. Hein, ça c'est sûr. Peut-être qu'on arriverait à faire un nouvel internationalisme en dehors de la question linguistique, mais j'en doute. J'en doute franchement. Vous alliez, je pense que l'internationalisme communiste à l'époque, je pense que les dirigeants communistes n'utilisaient pas l'anglais. Hein, c'est pas forcément une référence à l'époque avec l'URSS et tout, mais vous voyez, c'est bon. Ça sera difficile de faire un nouvel internationalisme en anglais, hein, je pense. Donc, établir un dualisme linguistique à haut niveau pour casser l'unicité mondialiste par cette limite primordiale hein, qui fait accepter les autres limites. Dialectique entre deux systèmes communicationnels globaux, on l'a dit. Et donc, pour répondre à monsieur, en fait, sur le côté pragmatique, je dis qu'on n'a pas réellement le choix. Si vous voulez, le temps avance, si vous, la dégradation va se poursuivre. Hein. Donc, si vous voulez, on ne va pas forcément viser l'idéal. Alors, l'espéranto, je signe tout de suite. Hein. Je signe tout de suite, c'est effectivement très simple. Mais le problème, c'est si ça n'arrive pas. Donc moi, j'aime mieux jouer sur du sûr, vous voyez. Et donc je dis, vous allez dans les musées, vous avez souvent des traductions en espagnol avec l'anglais. Donc si vous voulez, et puis beaucoup d'étudiants français étudient l'espagnol et l'italien aussi. Espéranto n'est pas étudié, si vous voulez. Donc il faut si vous voulez, il faut une machine de guerre contre... Ça ne blesserait personne. Ah non, mais c'est l'idéal, je suis d'accord avec vous. Mais l'idéal n'est pas forcément ce qui vous voyez, c'est qui peut marcher et ce qui peut s'imposer. Il faut faire des concessions. Vous voyez, sinon, si on ne fait pas de concessions, ben voilà, ce qui compte, c'est que ça marche. Vous voyez, ce qui compte, c'est que ça marche. Et donc, effectivement, ce dualisme, alors ça, c'est valable pour toutes les langues, voilà, et ça apporte une petite complexité, hein, c'est sûr, hein, l'unicité, c'est plus simple. Oui, mais si c'est plus simple, mais si la conséquence, c'est qu'on se dégrade totalement, il faut peut-être complexifier un peu le monde, quoi. Vous voyez, c'est un peu le dernier mot que je veux dire. Vous dites si la mayonnaise ne prend pas. Pour l'espéranto ? Oui. Si vous voulez, là je me lancerai pas là-dedans, hein, parce que vous avez 560 millions de personnes qui parlent espagnol. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais les jeunes dès l'école, dès l'enfance, dès 3 ans, dans toute l'Europe, si on les initie à l'espéranto, oui, ça va c'est vrai, naturel. c'est vrai. Mais si vous voulez, il va falloir... on sait le débat, peut-être. Oui, on va lancer. En tout cas, pour répondre au débat, je vous... On va passer à la deuxième partie. Je remercie en tout cas. Alors je voudrais dire que moi j'étais absolument ébloui hein, par cette démonstration qui est dans le livre, mais qui reprend une idée. Moi je reste persuadé que cette idée elle est plus ancienne. Oui. Bon, l'espagnol est une grande langue qui effectivement c'est... moi ça me plairait d'apprendre l'espagnol. Et puis, quand je dois présenter un document à l'international, au lieu de l'écrire en anglais, de l'écrire en espagnol, ça me plairait beaucoup. Je vais commencer déjà. Parce que je fais des articles scientifiques. Je vais en faire une version espagnole pour l'international. Et là, j'aurais vraiment l'impression de retrouver un peu, mon maître par rapport à l'anglo dominant et hégémonique. Alors, je voudrais dire quand même, pour l'espéranto, moi j'avais défendu l'espéranto pour des cas très particuliers, comme une langue technique, par exemple pour les contrôleurs aériens qui parlent, et des fois il y a des problèmes d'accent, et ça peut...
L'idée, ça avait été défendu par certains syndicats au niveau international en disant les contrôleurs aériens pourraient très bien, dans leur métier, apprendre l'espéranto et communiquer avec les tours de contrôle. Enfin bon, on convaincrait tous les pays latins. Pour les Chinois, je ne sais pas si, ou les Russes, je ne sais pas s'ils seraient très convaincus, mais il y a des perspectives d'utiliser une langue qui n'a pas d'histoire. C'est l'inconvénient de l'espéranto. Il n'y a pas beaucoup de chansons écrites en espéranto. Mais on pourrait l'utiliser d'un moyen technique. Mais par contre, l'espagnol, elle, c'est une langue qui a une civilisation. Je veux dire, il y a plein de romans d'histoire. Moi-même, je suis attiré par l'Espagne, la culture espagnole qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'on voit des films américains. Alors quand on voit une belle chanson espagnole qu'on écoutera rarement sur les radios, on est intéressé. Donc, moi, j'approuve vraiment cette solution. Je pense qu'il faut la défendre et on va la communiquer au Bureau national de l'UPR. Ils doivent déjà le connaître, je pense. Alors, j'avais fait un petit article, mais je pourrais en faire un deuxième. On pourra se discuter. J'avais fait un article, mais je t'enverrai l'article que j'ai envoyé. Et apparemment, le président Simon l'avait lu parce qu'on m'avait dit nous avons transmis. Mais c'était quelque chose d'assez court. Donc, je pourrais peut-être faire un petit peu plus long et puis différent. On pourra voir ensemble. D'accord. Oui. Que je proposerai déjà, et puis tu diras. Tout à fait. Donc il y a quand même un enjeu extrêmement important, même si on n'a pas forcément toutes les preuves scientifiques, parce que c'est quand même, c'est pas des sciences exactes, c'est une science humaine. Et je vois dans mes collègues, quand je leur parle de sortir de l'euro, le réflexe, mais comment ça, sortir de l'euro parce que inconsciemment, on est effectivement complètement noyé dans une vision anglo-saxonne. Donc, les gens n'envisagent pas de dialoguer à l'international autre que par l'anglais. Or que c'est tout à fait envisageable, vu l'importance de l'espagnol, toute l'Amérique latine, je veux dire. Et on voit bien qu'il y a vraiment une difficulté à convaincre des collègues de travail et que ça permettrait de débloquer. Oui. Alors, passez le micro, parce que pour que l'enregistrement fonctionne, il faut que... Voilà. Ouais. Voilà, c'est parfait. Mais parlez pas trop près, pas trop près. Voilà. En tout cas, merci pour cet exposé. Et j'imagine que, en effet, la logique derrière, parce que je voudrais faire une connexion avec ce qui vient d'être exprimé par Dominique, puisque notre intention, c'est de savoir si ces moyens sont utiles aussi pour l'UPR, c'est-à-dire comment l'UPR envisage à partir, par exemple, d'une 12e langue, l'impulsion d'une deuxième langue quelque part concurrente à l'anglais. Et les buts du politique de l'UPR, à savoir se de faire de cette mainmise, en effet, anglo-saxonne, même si le Royaume-Uni a fait son Brexit il y a à peine quelques années. Donc il y a une mainmise effectivement de toutes les instances supranationales. J'ai vu donc avec beaucoup de bonheur voir que dans l'intention de cette langue, l'espagnol par exemple, de cette autre langue internationaliste, et c'est aussi de casser en effet cet effet de supranationalité. Oui. Voilà. Et bien évidemment, quand on parle une langue, ce n'est pas seulement parler la langue, mais c'est aussi penser culturellement d'une manière différente. Parce que c'est ça l'idée. Donc, je parle l'anglais et donc je pense un petit peu dans la logique
de l'Empire américain, mais aussi des Britanniques, mais qui ont imposé quelque part leur culture, et non pas quelque part, mais de fait, ils ont imposé leur culture non seulement au monde qu'ils ont colonisé, mais aussi au reste du monde qui est quelque part une colonie cachée, ou en tout cas une colonie voilée de la pensée anglo-saxonne. Ok, donc je conçois donc que l'espagnol, comme l'italien et le roumain, ce sont des langues les plus proches au latin. De manière à ce que, en effet, hein, on peut les comprendre, ils peuvent être comprises assez facilement. Je ne dis pas que ce soit facile, mais disons qu'à la lecture, elles sont bien plus compréhensibles que, par exemple, l'anglais ou l'allemand. En réalité, hein, si on n'a pas juste un petit peu des rapprochements à ces langues, on ne comprend strictement rien. Ou pour l'anglais, on comprend un petit mot par-ci, love, heart, etc. Bon, mais je pense que c'est de toute façon une très bonne élection. On parlait de l'espéranto, effectivement, mais une bonne élection de se rapprocher à travers la langue espagnole, non pas parce que ce soit ma langue maternelle, mais parce que si on s'en souvient de l'histoire, l'Espagne avait construit un grand empire au passé. Ce n'est pas que je sois nostalgique de l'empire espagnol, hein, mais l'Espagne avait avait rendu possible que, à travers de la langue, des grandes surfaces de la terre soient rassemblées. Je voudrais dire par là que, je ne vais pas faire maintenant un commentaire parce que ce n'est pas les moments et aujourd'hui on commente votre livre, je veux dire par là que si on pense à ce qu'ils ont fait les Britanniques, les Royaumes-Unis, aux États-Unis, où ils ont pratiquement détruit toutes les cultures natives. Alors que si on pense à l'Amérique du Sud et à l'Amérique centrale, les populations indigènes font légion. Je apprenais avec beaucoup d'étonnement, parce que ça je ne le savais pas, que les Sahara étaient autrefois sous protectorat espagnol. Et qu'il y a dans les Sahara occidentales, c'est qu'aujourd'hui ça fait partie du Maroc, il y a aussi beaucoup d'hispanophones. Beaucoup d'hispanophones. Il y a même en l'Afrique méridionale, je ne sais pas si ça s'appelle l'Afrique méridionale, excusez-moi cette ignorance, la Guinée équatoriale, où l'on parle espagnol. La Flandre, qui a été autrefois, non pas colonie, si nous faisons partie de ces grands empires, c'est aussi donc un endroit qui est très attaché à la langue espagnole, puisque ça fait à cause, précisément des Flamands, que l'empire peut être étalé. Enfin. Mais bon, ça c'est par rapport aux empires. Mais nous, de notre situation, de notre position de petit peuple écrasé, qui avons du mal à sortir la tête et à travailler et puis nous coucher en faisant passer les langues par-dessous. Et ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle diplomatie, si elle est pensée comme la diplomatie anglo-saxonne, n'en va faire que répéter l'histoire. Donc moi ce que je crois, c'est que fondamentalement, il faudrait savoir si une nouvelle langue, comme l'espagnol par exemple, va provoquer un changement des pensées et à ce moment-là, va faire en sorte que tous ceux qui se communiquent à travers cette langue puissent aussi donc penser à la fois
je n'aime pas les mots internationalisme, moins encore globalisme. Et moi, je pense que par ailleurs, c'est les deux volets du même mouvement, mais qu'à la fois, on puisse être... donc, si l'internationalisme, c'est la solidarité entre les peuples, je veux bien. D'accord ? Donc, on puisse être solidaire entre les nations, mais souveraines dans nos décisions. Voilà, je pense que ça, c'est une... Peut-être, vous pourriez commenter là-dessus. Bah déjà, on peut préciser la différence entre mondialisme et internationalisme. Internationalisme, ce sont des nations égales qui dialoguent entre elles. Mondialisme, le capitalisme mondialisme. Ah oui, tout à fait, exactement, c'est ça. L'internationalisme, c'est entre nations, par définition, qui sont souveraines, en fait. Il n'y a pas de... Vraiment, c'est différent. Il n'y a pas de supranationalité dans l'internationalisme. À la limite, dans l'internationalisme, on peut utiliser la langue de l'autre. Si c'est avec le Brésil, on va former des gens pour parler portugais avec les Brésiliens. C'est l'internationalisme. C'est un peu, si vous voulez, l'idée qu'il y avait du temps des anciennes réunions du Parti communiste dans les années 60. Vous alliez sur les stands à l'époque. Vous n'avez pas du tout des trucs en anglais. Hein. Vous aviez par exemple les Sahraouis, vous aviez le Brésil, et puis vous aviez une multitude comme ça de cultures comme ça qui dialoguaient entre elles, mais il n'y avait pas quelque chose au-dessus en fait Comment ? Dans quelle langue ? Ah ben là, en fait, je pense qu'il y avait des traducteurs. Enfin bon, je pense que les dirigeants communistes de l'époque, ils avaient des traducteurs, si vous voulez, parce que bon, il y avait peut-être moins besoin d'échanger à l'époque, parce que le capital n'était pas arrivé justement sur le marché très intégré, mais je pense que Jacques Duclos, par exemple, il parlait pas anglais, quoi. Par exemple, c'est un exemple. Bon. Vous voyez, donc, et il était internationaliste. Vous voyez, oui, mais ça veut dire que cet internationalisme, on n'en était pas un, puisqu'on sait bien que c'est lui qui maîtrise la langue, déjà les discours. C'est lui qui maîtrise les discours, interprète à sa façon et de son point de vue donc les messages. Oui. Donc, et il s'approprie en fin de compte de ce que ceux qu'il dit représenter pensent. Peut-être qu'ils ne pensent pas. Donc, en effet, le fait que la plupart des gens, des personnes puissent maîtriser une langue neutre, enfin neutre c'est pas les bons mots, mais une autre langue, une langue internationale, et qu'eux-mêmes puissent exprimer ce qu'ils ont dans les cœurs et dans la tête, c'est mieux que si un chef de groupe, un chef de clan, vient parler au nom de tout le monde, dans leur langue, pour que les traducteurs, qui est peut-être encore les chefs ou les sous-fifres de notre clan, puissent traduire à leur manière. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ? Donc cet internationalisme, moi franchement, je n'y crois pas. Cet internationalisme communiste qui a eu à l'époque, oui, la splendeur des... Oui, c'est pas ce qui est proposé. Hein, je n'y crois pas. Mais la question que vous posez, ou tu poses, je sais pas, est très intéressante parce qu'à un moment, tu as posé la question de dire est-ce que ça suffit de changer de langue ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas en plus effectivement qu'on adosse ça à du social, qu'on adosse ça à des services publics, est-ce qu'on adosse ça, etc. Et ça, c'est vrai, ça c'est une question intéressante à creuser que j'ai peut-être pas encore assez creusée. C'est vrai que derrière, l'idée qu'il y a, c'est qu'il y a une sorte de négation hegelienne, en fait. C'est-à-dire que le fait de nier, en fait, la couche la plus importante du capital, c'est-à-dire que son unicité communicationnelle, le fait même de nier ça, en fait qu'en fait, on contrarie, quoi. Et quand on contrarie déjà une première fois, on peut le contrarier en disant, on va mettre des services publics, on va mettre... C'est ça, en fait, l'idée. C'est pour ça que je parle de limite primordiale, c'est comme vous le contrariez une première fois, vous pouvez le contrarier en disant, non, nous, ça va être la retraite par répartition, ça vous le contrariez, là aussi. Mais si vous voulez, voyez, c'est un peu l'idée, quoi. Et donc, c'est pour ça que derrière, il y a l'idée où on pourrait discuter avec d'autres partis, parce que s'ils font ça, s'ils parlent comme ça à l'international, de toute façon, ils vont se mouiller, en fait.
ils vont se dire je fais pas plaisir au capital de faire ça. Donc de toute façon, on va se rapprocher, quoi. Vous voyez, c'est voilà, c'est un peu ça qu'il y a. Mais je pense qu'il faut creuser cet aspect-là au niveau théorique. C'est intéressant. Il faut voir que maintenant, avec les outils de traduction automatique de l'intelligence artificielle, c'est très facile de traduire un texte. Hein. Alors après, il faut quand même le relire, il pourrait y avoir quelques erreurs, etc. Mais moi, si je dois... Je fais quelques textes scientifiques, etc. Je veux les mettre à disposition de l'international. Je vais décider de les transcrire en espagnol pour... tu vas pas être bien vu par tes hiérarchies. Hein. Mais je vais voir, je vais mettre sur Internet, enfin bon. Et ça, ce travail, il est très simple à faire maintenant. Il n'était pas simple avant, il fallait faire appel à un traducteur, c'est une profession. Maintenant, la machine, l'intelligence artificielle le fait en 1 minute. Et hop, hop. Bon, alors si c'est technique, c'est peut-être un peu plus... Bon, mais même, les progrès sont considérables. Donc, la traduction n'est plus un frein. Mais l'enjeu est toujours là. Parce qu'il y a quand même un texte de référence. Oui. C'est ça, même si on peut le traduire, la référence juridique, la référence de droit, la référence... Oui, ça c'est... Et donc, ça ne nous coûte rien de dire, bon, ben, on va mettre tout, on va publier à l'international, si on s'adresse à l'international, on publie en espagnol, ça ne coûte pas plus cher pour nous, pour le faire. Donc, c'est pas c'est pas un engagement qui va nous coûter de faire ça. Et par contre, ça peut convaincre. On peut convaincre beaucoup de gens. Ils disent, mais oui, faites ça. Et ça peut partir. Ça peut gagner très vite énormément de monde. C'est dommage que Mélenchon n'ait pas continué, parce que bon, après, il a changé, puis lui, il est mondialiste. Donc, mais bon, il faut reconnaître que sur cet aspect-là, il avait su trouver l'affaire. Donc, voilà, c'est donc un exemple. Mais peut-être qu'il y a d'autres partis par la suite, peut-être que des partis européens, par exemple, qui auraient cette idée, hein, en Allemagne, ou Sarah Wagenknecht, ou je ne sais pas, peut-être que ça peut les intéresser. Alors c'est sûr que c'est pour ça que j'ai parlé des Italiens au départ, parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. Ça sera plus difficile, par exemple, pour d'autres pays qui ne sont pas de culture latine, comme les Chinois, par exemple. C'est vrai que l'espagnol est un petit peu plus compliqué, certainement, pour un Chinois que l'anglais. Ah oui, ils vont avoir... non, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que les phrases sont longues en espagnol. Et donc, mais ils vont avoir le même attrait de vouloir se débarrasser de l'anglais qui leur déclare la guerre carrément. Alors bon, ils vont faire les deux. C'est pour ça qu'il faut penser complexe. Et il y a des choses qu'on peut continuer en anglais, la technique, du moment que c'est pas stratégique pour le peuple. Quand vous décidez des choses pour le peuple qui sont stratégiques, pour la retraite, là non, il faut que ça soit dans la langue nationale. Faut que ça soit en français, en France, quoi. Après, si vous discutez sur d'autres trucs commerciaux, bon bah si possible en espagnol, voilà. Voilà, il y a des hiérarchies comme ça, quoi. Faire de l'import-export. Oui, c'est ça. C'est un commerce. Mais si vous commencez à avoir des liens très forts, etc. Par exemple, je sais il y a des grosses boîtes françaises qui ont l'aéronautique au Mexique, qui ont des accords au Mexique. Donc on pourrait, par exemple, s'appuyer aussi sur des chefs d'entreprise, hein, qui peuvent y avoir intérêt aussi. Hein. Au Mexique, il y a un centre je ne sais plus comment il s'appelle, de l'État du Mexique, donc ça peut être intéressant aussi. La plus grande frontière qu'on a, c'est avec le Brésil, hein, donc pour ça qu'il y a la mondialité française, hein, dans ce que j'ai dit. Le cas particulier, c'est la France, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse... C'est la France qui doit faire quelque chose, je pense. Hein, Vous pouvez passer le micro. Oui, prenez le micro, voilà. Donc merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement claire et avec une progression logique. Je voulais revenir sur le choix en fait de cette autre langue qui serait utilisée au niveau mondial. Et par rapport à l'espéranto, l'espéranto, en fait, pourquoi ça a pas pris, alors que c'est beaucoup plus facile à apprendre que n'importe quelle autre langue. Bien sûr.
c'est parce que c'est une langue qui n'est parlée dans aucun endroit dans la vie courante. Et donc je pense que pour choisir une langue, il faut forcément que ce soit une langue qui soit liée à une culture et qu'il y ait des gens qui la parlent. Sinon, elle meurt, la langue meurt parce qu'elle s'enrichit toujours. Alors elle s'enrichit d'emprunts, mais elle s'enrichit aussi de découvertes, de créations dans la langue. Voilà. Et puis j'avais en fait une question sur cet aspect de multilinguisme. Je trouve qu'il est très important. Donc là, tu l'as montré au niveau des nations, mais pour moi, il existe aussi très fortement au niveau des individus. Et cette prééminence de l'anglais, pour moi, c'est aussi une perte en fait de connaissance du monde en fait chez les gens. Parce que on écoute des chansons anglaises, c'est sûr, mais personne n'y comprend rien, quoi. Donc, et puis tu as cité les réunions internationales. Moi, j'en ai fait aussi. Effectivement, on est en anglais, mais on se comprend beaucoup moins. Donc, le dialogue est beaucoup moins riche, en fait, que dans sa langue natale, même si on maîtrise relativement bien la langue pivot, quoi. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une action aussi au niveau de l'enseignement des langues, de viser, par exemple, le trilinguisme pour les personnes, parce qu'on sait qu'il n'y a aucun problème, n'importe quel enfant peut apprendre 2 et 3 langues qui seront dès sa jeunesse, voilà, et les maîtriser complètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, ça permettrait aussi une résistance par rapport à l'individu. Parce qu'en plus, quand je sais que toi, par exemple, tu étudies l'espagnol, donc tu connais déjà l'anglais et le français. Moi, je me suis mis à l'italien, par exemple, et c'est un contrepoids, je trouve, très, très intéressant par rapport à l'anglais. Parce que du coup, on s'intéresse aussi à une autre culture. Quand on va dans le pays qui parle la langue, on a une impression qui est complètement différente. On n'est pas du tout intégré de la même manière. On s'imprègne, voilà. Et donc, voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de cette idée aussi d'ancrer ça au niveau de l'éducation des individus. Tout à fait, on voit aussi même que le nombre, par exemple, d'étudiants en allemand a fortement baissé. On pourrait imaginer effectivement que ça revienne et que pour des projets bilatéraux, mais le problème c'est que les Allemands ne jouent pas le jeu, puisqu'ils veulent absolument parler anglais. Ils veulent absolument parler anglais. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement effectivement de prise de conscience du multilinguisme, et je pense que le dualisme linguistique peut faire ce choc, en fait, en disant on fait des réunions. Ces réunions ne sont pas en anglais, elles sont en espagnol. Du coup, on peut peut-être, puisqu'on n'est plus qu'entre français et allemand, tout le monde parle allemand ici, on fait allemand. Ce choc en fait du dualisme peut permettre effectivement l'ouverture, et même l'apprentissage, comme tu dis. Moi-même je regarde un petit peu, un peu légèrement, mais des mots italiens des fois je regarde, ou portugais, parce que effectivement je suis un peu plus ouvert, quoi, du fait d'avoir. C'est sûr que c'est important, ça. Tout le monde n'a pas des capacités pour apprendre des langues. Moi en particulier, je parle pour mon cas, j'étais très 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 nul en langue. J'étais même très mauvais en français. J'ai eu des handicaps parce que je faisais des fautes d'orthographe partout. Alors j'ai commencé à apprendre le français, et au départ, je voulais pas prendre de deuxième langue. J'étais très 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 mauvais en anglais. J'ai eu l'occasion d'étudier un peu le latin. Bon, c'était un amusement, c'était une exception, parce qu'on était obligé d'avoir une seconde langue. Et finalement, j'ai pas passé de seconde langue. Donc j'ai étudié que l'anglais et le français.
Et en fait, ça dépend des caractères des gens. Il y a des gens qui peuvent apprendre effectivement beaucoup de langues et ils peuvent en apprendre même une quantité beaucoup plus grande que 3. C'est incroyable. Mais il y a d'autres, c'est pas du tout le. Ça leur convient pas du tout. Exact. Ça dépend de l'âge à laquelle on les apprend. Aussi, mais tout à fait. Donc c'est moi je pense pas qu'il faille comment dire avoir une politique éducative particulière. Je trouve que ça serait exercer sur la société une pression qui n'a pas lieu d'être. Pour mettre en œuvre ça, ce projet, hein, il suffit de partager comme mon enthousiasme que j'ai là. Je le partage à tout le monde. Tout le monde va faire comme moi. Bah, on a besoin de communiquer quelque chose à l'international. On va choisir l'espagnol. On va le faire. Puis c'est pas très compliqué à faire. On demande à ChatGPT de traduire les textes. Ou DeepL aussi. DeepL est très bien. Ah bon, ben, puis hop, on met ça sur Internet, on publie. Quasiment plus de faute. C'est important ce que je dis, Dominique, parce que précisément, l'intelligence artificielle que tu évoquais tout à l'heure, elle a fait tellement des progrès en matière de traduction que justement, que tu écrives en espagnol ou que nous écrives prochainement en italien ou que Monsieur nous écrive prochainement en espéranto ou ici à côté en italien, je vais te apprendre bien l'italien, et ça ne change rien aujourd'hui à l'apprentissage des langues puisque tout ne passe par les traducteurs et basta. C'est tout. Donc ça veut dire que je crois que un point, oui effectivement, tout ne pouvait pas non plus aborder tout, mais l'éducation, c'est-à-dire le système éducatif, et que ça fait partie aussi de nos réflexions à l'UPR. Le système éducatif doit être complètement remodelé. L'exposition que les enfants doivent avoir de deux autres langues, pour deux autres langues à part le français, doit être bien plus tôt. Par contre, je voudrais quand même, pour rebondir sur ce que dit Dominique, je suis d'accord en fait, c'est que il y a eu beaucoup dans la littérature, pour peut-être nuancer ce que dit Pierre, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui disaient la langue de l'Europe c'est la traduction. Ils ont dit ça, mais on résout rien là, parce qu'en fait il y a toujours le substitut anglobiste, on va continuer comme ça. Et je reprends un peu Dominique là, parce que il faut vraiment une machine de guerre en fait pour casser le truc quoi. Si on est trop mou en fait en disant on va, il faut le faire, ce que tu dis Pierre, il faut qu'il y ait des gens qui parlent allemand, il y a des sociétés, des entreprises qui vont être intéressées par ça. Il faut pouvoir effectivement, avec le Maghreb aussi, il faut qu'on puisse aussi dialoguer, etc. Et il faut aussi ce multilinguisme, effectivement. Mais il ne faut pas tomber dans le piège en disant le multilinguisme uniquement et ça va nous sauver. Parce qu'on a vu plein de trucs comme ça, d'articles qui disaient non, attendez, on va résoudre tout par le multilinguisme. Et puis alors même, on avait lu, il suffit d'apprendre 3 langues. Ça, c'était Kojève qui avait dit ça. Alexandre Kojève, c'est un philosophe. On apprend 3 langues latines, et puis comme ça, c'est formidable, etc. Oui, mais non, ça ne marche pas avec les Allemands. Donc en fait, il faut être très pragmatique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment on n'a pas tellement le choix. C'est ce que je dis à la fin, quoi. On n'a pas tellement le choix. Il faut prendre la solution la plus efficace, quoi. Parce que sinon, les services publics, ça va passer à la trappe, petit à petit. On n'a pas le choix, en fait. C'est la thèse. Excuse-moi, je n'ai pas dit quoi, je n'ai pas compris la chute. Pardon. Je n'ai pas compris la chute. On n'a pas le choix, en fait, de faire un dualisme. C'est-à-dire que si on dit, mais Pierre a raison, en fait, en disant, c'est pas incompatible. Mais il ne faut surtout pas dire, enfin pour moi, mon opinion, le multilinguisme va résoudre tous les problèmes. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça, en disant mais attendez, non, mais plus l'anglais, le tout anglais c'est fini. Le multilinguisme, par exemple, l'association qui est très bien d'ailleurs, qui défend le français, l'association Courriel, c'est des communistes d'ailleurs. Cette association défend le français justement dans les entreprises. Mais ils sont à défendre aussi le multilinguisme.
Oui, mais il faut le faire, mais il faut aussi la machine de guerre linguistique, quoi. Sinon, si vous voulez, c'est comme une cour de récréation, quoi. Vous avez un gros costaud qui vous tape sur la tronche. Si vous dites on va se mettre tous ensemble, puis on a non, il faut un autre gros costaud qui lui tape dessus. Hein. Oui, et donc la dynamique se passerait comment au Paro, à ton avis? Parce qu'il doit avoir tous les mêmes un vecteur par où les dualismes soient possibles. Ah ben le vecteur, c'est petit à petit, c'est-à-dire que c'est les politiques, par exemple, ça peut prendre 10, 20 ans, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut attendre, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, le capital va avancer dans sa phase réelle, et ça va devenir de plus en plus problématique pour les gens, donc effectivement, il va y avoir une recherche de solutions qui soit effectivement la souveraineté nationale, on n'y coupe pas, c'est indispensable, mais aussi un nouvel internationalisme, entre souveraineté nationale, hein, je précise, pour compléter, je dirais, le desiderata des classes moyennes supérieures, d'une partie qui veut ça. Si vous dites par exemple, oh bah ça, parfait, on va pouvoir discuter en espagnol, donc à faire comme ça va plaire aux gens, ça va plaire. Si vous voulez, regardez d'ailleurs les chansons, etc. Les changements par Léo. Ben, oui, un peu, parce qu'en fait, le problème, c'est la classe moyenne supérieure, parce que le peuple, il est, heureusement, il est sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas pollué par ça, c'est-à-dire qu'il raisonne normalement. Le problème, c'est qu'il y a une partie des classes moyennes supérieures qui ne raisonnent plus normalement. Ils veulent la destruction. Ils veulent l'effacement des spécificités françaises. L'histoire, la monnaie, ce que dit Dominique, c'est quand on parle à certaines personnes, mais ça va pas, c'est ringard, ils veulent la disparition de ça, ils ne peuvent pas concevoir. Mais si tout d'un coup vous les contredisez en disant il y a autre chose, ils vont dire oui, mais alors et nous, peut-être qu'on peut remettre le français. Enfin, ils vont se poser des questions. Si vous voulez, c'est un peu comme je crois qu'il faudrait creuser, c'est les je ne me rappelle plus comment c'est, Guy Debord, là, je ne me rappelle plus, bref, je ne veux pas... Mais ça implique avoir de l'influence sur ces classes intellectuelles. Mélenchon l'a fait, mais Mélenchon a essayé de le faire. Alors, jusqu'en 2017, sur tout son site, c'était en espagnol, il n'y avait pas un mot d'anglais. Oui. Il a essayé de le faire, Mélenchon. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis je ne veux pas le défendre ou le critiquer, mais... Non, il faut saluer la hardiesse de M. Mélenchon, parce qu'effectivement, ça a donné un impact éphémère, puisque moi je ne l'ai pas su, mais sûrement si j'avais été plus attentive, sûrement que je l'aurais vu. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque parce que c'était en 2017, lui. Oui, c'était la campagne de Mélenchon de 2017, son site. Vous regardez tous les articles en espagnol, date de 2017, il n'y en a pas après. Donc rappelons-nous qu'à cette période-là, les BRICS par exemple, ils étaient vraiment en émergence. Et donc lui, il avait la volonté aussi de signaler par là que des pays qui étaient non alignés, parce que c'était ça en fin de compte, n'est-ce pas? Donc Brésil, la Russie, l'Iran, la Chine et d'autres qui les rejoignaient. Et donc ils n'allaient pas... donc ils étaient c'était une autre option. Mais or, comme tu le sais bien, le BRICS utilisait lui-même l'anglais. Ah oui, oui. Oui, c'est sûr. Quand même pour les alternes. Et aujourd'hui donc, et les choses ont encore une autre chose. Que 2017 c'est aussi l'arrivée au pouvoir de la gauche en Espagne. Et avec cette arrivée au pouvoir, l'arrivée dans ce pouvoir des parce que la gauche c'était les partis socialistes, c'est à peu près l'équivalent des partis socialistes français. Mais par la force des circonstances, donc des alliés de M. Mélenchon, dont les partis Podemos, étaient devenus donc les co-pouvoirs
de ces partis socialistes qui se voyaient partout, je veux dire, et il était acculé par les partis populaires, qui est l'équivalent donc de la droite républicaine ici, si on existe une, et fondamentalement par cela, et par des partis, comment dire, indépendantistes, qu'à l'époque, les indépendantistes en Espagne sont aussi bien d'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Bon, donc, et c'était une circonstance particulière, donc je ne doute pas de la bonne intention, du bon fond de cette action de M. Mélenchon. Mais bon, on connaît aussi M. Mélenchon, hein, il aime les faits. Hein, et il aime aussi. Bon. Et donc, je pense que c'est effectivement, si on passe par les hauts, et uniquement par les hauts, ça risque de tomber dans l'eau, comme au dessin. Et donc, alors que nous, si nous ne pensons pas, par exemple, en tant que UPR, ou si on sympathisant de l'UPR, ou des personnes qui viennent parler avec l'UPR, si on ne pense pas, si on ne souhaite pas, si on ne vise pas les pouvoirs, parce que c'est ça, pourquoi on milite dans un parti si ce n'est pas pour atteindre les pouvoirs? Les pouvoirs, je dis dans les bons sens des mots, c'est-à-dire les pouvoirs exactement de la souveraineté du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ok? Mais on vise ça. Au moins c'est un idéal, là maintenant on est peu nombreux, mais c'est un idéal. Donc c'est en effet pour que aussi agir sur les politiques. Quelles politiques? Les politiques d'État, bien entendu. Oui, puisque par exemple, ça passe par l'éducation. Cette affaire du linguisme, du multilinguisme, ça passe par l'éducation. J'insiste sur les faits, et je suis d'accord avec toi sur le fait que parler une langue, c'est penser dans une culture. Et donc, bon, voilà. Et c'est par là. Ça provoque aussi l'ouverture de l'esprit, ça provoque aussi la comparaison de sa propre réalité avec les autres réalités. Ça nous renvoie à un miroir permanent. Et donc, ça, il ne faut pas que ça se passe uniquement par les élites, qu'elles soient intellectuelles ou économiques. Mais c'est vrai que ce serait bien plus complémentaire et même mieux de que ça passe vraiment par une refonte par exemple, du système éducatif dans ces cas-là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, non, mais c'est ce qu'il va faire en Angleterre d'ailleurs. Je voudrais quand même dire que cet espagnol qu'on utilisera, c'est dans la perspective de parler à plusieurs nations, à un groupe de personnes avec plusieurs langues différentes. Parce que si on a un groupe de personnes où on n'a qu'une seule langue différente, ben on va parler avec la langue de l'interlocuteur et notre langue. S'il n'y a que deux langues dans une réunion, les deux langues, elles peuvent être utilisées toutes les deux et on s'échange comme ça. C'est quand il y a plusieurs langues. Et donc quand on est à l'international, si on communique à l'international, pour ne pas être obligé d'utiliser l'anglais et donc d'être soumis d'une certaine façon, c'est peut-être conscient, inconscient, enfin je sais pas trop, il y a quand même une soumission. Si on est obligé d'utiliser l'anglais, et ben on utilise autre chose. Et on utilise, c'est la solution la plus pragmatique, la plus puissante, parce que l'espagnol, c'est... je flatte l'espagnol, mais bon, les Italiens, c'est quand même... Bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est quand on parle à l'international. Si je ne parle pas à l'international, je ne vais pas parler espagnol, hein. Je vais parler français. Alors, bon... c'est pour ça que je pense qu'on peut, je veux dire, il y a plein de méthodes pour mettre en œuvre cette idée. On a quand même beaucoup de chemins possibles, on peut en inventer d'autres même. J'abonde dans ce sens en disant, par exemple, il y a des annonces dans le métro parisien, il y en a dans 5-6 langues, quoi. Bon, là encore, il y en a japonais, etc. Mais dans les musées, par exemple, si vous avez une traduction, c'est souvent une traduction en anglais, mais si vous en avez une deuxième, c'est déjà bien. Donc il faudrait viser que ça soit dans cet ordre, c'est-à-dire français, espagnol d'abord, les symboles en géopolitique, espagnol et anglais après.
Si vous voulez, c'est ça qu'il faut faire. Même dans une église, quand vous avez une église très touristique, c'est marqué des fois en anglais avant l'italien, l'espagnol. Ben non, mettez d'abord l'italien, enfin le français, si c'est une église en France, mettez l'italien, parce que c'est la langue du Vatican, mettez l'espagnol ensuite, puis en dessous, vous mettez le... Mais les symboles sont très importants. Imaginons par exemple qu'un jour, ça leur coûterait rien, l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères chinois mettent sur la pancarte, quand il y a le directeur du ministère des Affaires chinois, au lieu de mettre Foreign Affairs, ils mettraient Ministero de Asuntos Exteriores. Bon, bah, le symbole, il est, tout le monde comprendrait. Ça ferait un coup. Il y a un nom sur... comment ça s'appelle ça? C'était Guy Debord qui avait... C'est marquer les esprits, en fait. Et c'est très important de marquer les esprits, en fait. C'est vraiment à la limite fondamentale pour relativiser le mondialisme et pour faire accepter le retour à la souveraineté. Marquer les esprits par la symbolique, ça coûte pas énorme. Hein. Ça coûte pas énorme. Hein. Bon, ça avance, il va falloir terminer la réunion. Peut-être une dernière question. Moi, je ferais peut-être juste une remarque ou une question pour toi. Si on regarde un peu l'histoire humaine en remontant un peu loin, est-ce qu'il n'y a pas eu toujours une langue dominante qui, comment dire, par exemple, je pense aux Grecs à l'époque où la Grèce était un pays dominant, entre guillemets, et qui était une langue étendue dans le bassin méditerranéen, en tout cas à cette époque-là. Ensuite, il y avait le latin, etc. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, effectivement, l'anglais domine pour des raisons peut-être qui peuvent s'expliquer. Il domine encore plus parce que les médias sont plus développés qu'à l'époque des Grecs ou des Romains. Et donc, comment dire ça? Est-ce que c'est pas dans la nature humaine qui fait qu'il y a toujours une langue qui va dominer? Au XIXe siècle, c'était le français qui est dominé, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu hier un film américain qui est tourné dans les années 50, et puis il y avait des scènes qui se passaient à Londres, et curieusement, l'aéroport à Londres, c'est marqué Arrival pour les arrivées, et en français derrière, arrivée. Alors qu'aujourd'hui, on ne verra pas ça. Voilà, donc c'est... Oui, alors je répondrai en fait, c'est que on ne peut pas comparer les époques parce qu'en fait on n'est pas dans la même phase du capital. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les années, il y a une comparaison qui est souvent faite, c'est de dire le français a mangé le breton, enfin le basque, etc. Et ça sera pareil pour l'anglais. Non, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que le capital national, il avait besoin que tout le monde parle français parce qu'il fallait faire marcher les usines, la production, etc. Mais là, aujourd'hui, le capital mondialiste, il n'a pas besoin que le peuple parle anglais, en fait. C'est pour ça qu'il tient simplement les 20%, ça suffit. Parce que lui, il n'est plus productif, le capital, dans sa phase actuelle. Il est dans sa phase réelle, ce qu'on appelle en marxisme, la phase réelle. Oui. Il n'est plus productif, et donc on n'est pas dans la même étape. Et donc, tu vois, c'est difficile de comparer, mais on pourra... C'est un autre sujet, mais... Oui, il va falloir qu'on clôt la conférence. Alors, je pense que, vu l'intérêt que ça suscite... et puis moi au départ, tant que j'avais pas lu le livre, j'étais pas encore convaincu, mais en lisant le livre, j'étais complètement convaincu. Peut-être qu'on refera plus tard une autre conférence, et puis on en parlera au Bureau national. Je veux dire, les langues dominantes avant étaient régionales, tandis que l'anglais c'est une langue hyper centrale, oui. Planétaire. Voilà. Avant, toutes les langues dominantes, avant, n'étaient que régionales. Oui, c'est ça. Parce que les médias n'étaient pas pareils que maintenant. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais bon, là on va clore parce que la caméra ne marche plus, donc on n'est plus filmé. On l'a enregistré encore ici, mais bon, sans image, ça vaut pas le coup. Bon, donc on remercie notre auteur déjà pour avoir écrit cet ouvrage essentiel. Merci à vous.
Donc on clôt cette conférence. Et donc, il y a, si vous voulez continuer, il y a quelques places au restaurant pour vous pouvoir dîner avec l'auteur, si vous voulez. J'ai réservé 4 places, mais on peut en rajouter quelques-unes. Donc, si vous voulez nous suivre, voilà. Et il y a surtout des livres. Est-ce que vous avez des livres à vendre? Alors, oui, bien sûr. Hein. Non, j'en ai. j'arrête le truc, je stoppe.